Hall, bonjour à toutes et à tous. Si je me tiens aujourd'hui devant vous, c'est parce que je subis bientôt, depuis bientôt 8 ans, une injustice que je conteste. Mais je refuse qu'elle détruise ma vie. Si je suis debout aujourd'hui, c'est grâce à vous, à votre soutien. Arrive une nouvelle étape, désormais, une grève de la faim. Une grève de la faim peut faire peur, mais j'y vais sereinement. Aujourd'hui, je prends l'engagement de reconstruire, retrouver un métier, retrouver une vie affective, retrouver une dignité. Personne ne devrait être empêché d'aimer, d'être aimé ou de choisir librement son chemin de vie. Ce combat est aussi celui de toutes celles et ceux qui, un jour, peuvent être injustement inquiétés. La grève de la faim devait commencer plus tôt. J'ai attendu le rendez-vous promis par le rectorat. Il n'est pas venu. Je ne répondrai plus aux polémiques. Je suis concentré maintenant sur la vérité et sur la reconstruction de ma vie. Pour rappel, le 16 mai 2019, le tribunal m'a condamné à 6 mois de prison avec sursis, plus de 2 000 € d'amende et de dédommagement à une famille pour un fait reproché le 1er juin 2018, à savoir un pincement soupçonné et inintentionné selon les propres propos de la cour d'appel de Rennes. Le tout pour séparer des élèves qui se battaient sur la cour de l'école. Pire encore, je n'ai jamais eu le temps d'intervenir pour séparer les enfants. J'ai été jugé sans aucune preuve. Voilà l'absurdité de cette condamnation démesurée. Les années suivantes ont été un chemin de procédure, en appel, à la cour d'appel de Rennes, où la peine a été réduite. Les juges de Vannes, qui travaillent ici derrière, ont été en partie désavoués. À savoir, ce jour-là, je me suis retrouvé dans une cour criminelle, c'était la 6e chambre criminelle, je crois, avec des criminels qui avaient donné des coups de couteau, des faits sordides, etc. Et les juges présents se demandaient ce que je faisais là. C'est pour dire. Je suis allé après en cassation, sans avocat, parce que j'avais plus les moyens, il faut être riche pour se défendre, et sans effet, malgré le nombreux vices de procédure. C'est-à-dire que ça a été classé rapidement. Même recours à la Cour européenne des droits de l'homme, devant la Cour européenne des droits de l'homme, j'ai été sans avocat, et par conséquent, ça a été classé directement, ils n'ont même pas regardé le dossier à mon avis. Le prix payé est immense. Ostracisation, menaces, dont des menaces de mort, un préjudice financier excédant 40 000 € désormais, et un préjudice moral considérable. Les dommages collatéraux pour mes proches ont été aussi très lourds, évidemment. Malgré tout, je me suis battu pour relever la tête. J'ai préparé, soutenu et obtenu une thèse de doctorat pour sortir par le haut, enfin pour espérer sortir par le haut, lancer des projets pour me reconstruire, travailler sans relâche pour ne pas sombrer, achever le remboursement d'un prêt immobilier malgré de lourdes condamnations financières et tenter de préserver autant que possible des liens solides avec mes proches, y compris une relation affective qui s'est dissoute dans le tumulte alors que mon esprit était déjà profondément assombri. Mais cette force a eu un prix et je veux maintenant en faire le socle d'un avenir digne. Aujourd'hui, mes demandes sont simples et claires. Une réaction du procureur face au harcèlement moral flagrant que je subis, donc placardisé depuis plusieurs années, mis à l'écart sans raison alors que je n'ai jamais été suspendu par le rectorat m'a défendu quand même. J'endure une dégradation volontaire de mes conditions de travail. Or, la loi est claire. L'employeur doit protéger ses salariés contre le harcèlement moral. Ce sont les articles L 1152.1 et suivants du Code du travail. Deuxièmement, si ce harcèlement est reconnu, cela impose de rouvrir l'enquête, d'auditionner enfin des témoins à décharge et d'accepter ma plainte avec constitution de partie civile. C'est une obligation légale. Et troisième et dernier point, à la rectrice d'académie, je demande de faciliter ma réinsertion professionnelle. Aujourd'hui docteur, j'ai décroché de mon travail complètement, de mon travail de professeur des écoles, de mon emploi, n'ayant été convié à aucune réunion et ne recevant aucune information professionnelle, et ce, depuis plusieurs années.
Alors une solution pourrait se profiler, c'est-à-dire pourquoi ne pas envisager un passage du premier degré, c'est-à-dire de l'école primaire, maternelle et primaire, à l'enseignement supérieur. Donc ce long combat n'a pas été stérile. Donc comme je disais, j'ai surmonté des obstacles qui paraissaient insurmontables. Les victoires existent déjà, et je veux désormais en faire la base solide d'un nouvel élan. Parmi ces victoires, il y a le fait que chacune et chacun a pu constater que le fonctionnement de l'appareil judiciaire peut se muer en véritable machine à détruire. Sur ce point, il ne faut pas oublier le rôle spécifiquement néfaste du tribunal de Vannes. N'oublions pas que, toutes instances confondues, c'est ce tribunal qui, par ses décisions, a contribué au sort tragique des frères Navalny avant que la Russie n'utilise ce verdict contre eux et que l'un d'eux ne périsse en Sibérie. C'est encore ce tribunal qui, en novembre 2005, après une commission rogatoire internationale pilotée par le FBI sur des réseaux pédophiles, a condamné le chirurgien Joël Le Scornec à seulement 4 mois de prison avec sursis. Moi j'avais pris 6 mois. Une décision jamais transmise au Conseil de l'ordre des médecins du Finistère du Morbihan. Résultat, pendant 15 ans, Joël Le Scornec a commis des centaines de viols et agressions sexuelles sur des enfants avant d'être enfin condamné en 2020 à 15 ans de réclusion criminelle, puis à nouveau récemment. Enfin, la juge qui m'a condamné, Madame Laurence Guilleux, a également jugé une jeune femme récemment, en fauteuil électrique, une amie, dans une affaire concernant le pass sanitaire. Un détail, j'étais présent à l'audience, je peux témoigner, le juge et le procureur ont été d'une virulence extrême, enfin une virulence qui m'est apparue extrême. Après chacun juge, mais estime. Là encore, ils ont condamné sans preuve, sans aucune preuve, dans une affaire parfaitement banale. La grève de la faim débute demain. Donc, j'arrêterai de m'alimenter pour une durée indéterminée. Face à la chape de plomb imposée par le réseau des écoles d'Iwan, le rectorat, le ministère de l'Éducation et les magistrats vantais. Alors, quelque part, ma grève de la faim a déjà un petit peu commencé depuis plusieurs semaines, puisque j'ai commencé à changer de régime alimentaire depuis 3 mois à peu près. J'ai perdu 17 kilos, alors je sais, ça ne se voit pas trop, mais j'étais un petit peu en surpoids sûrement. Le lieu de la grève de la faim, restera secret. Alors je sais que c'est inhabituel, mais ce sont les conséquences des menaces auxquelles je suis exposé, en dépit des signalements et plaintes durant toutes ces années. Donc vous serez informés régulièrement par le comité de soutien. Pour être serein, je couperai tout moyen de communication pendant la grève de la faim, et ce jusqu'à son terme. Donc vous êtes pour moi la grande famille des êtres humains, conscients que sans preuve, il ne peut y avoir de culpabilité. Sans rigueur, il ne peut y avoir de justice. Sans justice, c'est la porte ouverte à tous les excès, à toutes les dérives, puisque cela devient la norme. Vous êtes les garants et les gardiens de la justice et de l'équité. On ne construit rien sur la justice. D'ailleurs, la liberté de conscience, le droit de penser par soi-même, de choisir sans peur ni contrainte, sont au cœur de la justice. Sans cela, c'est l'étouffement de toute l'humanité. Alors, rien n'est à Darzo, Stormons des contraires. Je le dis fortement et fermement. Tous ensemble, luttons pour la justice et pour la liberté. Regardez le hall. Merci à toutes et à tous. Si l'un d'entre vous veut témoigner ou même poser des questions, le micro est ouvert. Je sais, la dernière fois, il y avait une parent d'élève, par exemple, qui a fait un témoignage précieux de sa fille sur la scène, en fait, qui me reprochait, où sa fille, il y a d'autres enfants qui ont témoigné de la même façon, on dit de manière claire et nette que Bertrand n'était pas responsable du bleu sur le bras et qu'il s'est passé autre chose sur la cour de l'école et même dans la cantine juste avant, qui était bien plus grave et qui pouvait être à l'origine justement de ce bleu. Voilà. Oui. Le micro ? Alors, est-ce que j'étais seul sur la cour de récré ? Non, alors, oui et non. Ce jour-là, j'attendais que d'autres enseignants soient présents sur la cour, parce qu'il n'y avait pas d'enseignants, et vous savez,
Voilà, il faut en fait qu'il y ait des enseignants présents avant de rentrer ses élèves, ses propres élèves, que la surveillance soit faite par des professeurs des écoles. Il y avait des aides scolaires qui étaient loin, dans la cantine, et ils commençaient à sortir à ce moment-là. Midi 30 en fait, 13h25, entre 13h25 et 13h30, mon aide scolaire est venue me voir. Elle était, on pouvait dire en pleurs, très, très affolée, parce que sur l'heure de midi, j'étais pas présent. Il y avait une bagarre sur la cour de l'école, 3 élèves tabassaient un autre au sol, à coup de pied. Et donc elle me disait, mais fais quelque chose Bertrand, faut agir, il est temps vraiment. Et au moment où elle m'expliquait la scène, un des enfants, lui a donné des coups de pied en fait à un autre enfant face à moi. Et à ce moment-là, elle me dit interviens. Et j'ai pas pu intervenir dans la mesure où il y avait la rangée des élèves qui étaient entre les deux. Donc j'ai pas eu le temps d'intervenir, je suis intervenu oralement. Et c'est là en fait que 2 personnes, une enseignante et une aide scolaire principalement, et une 3e personne de la cantine après a fait un demi-témoignage, on dit, on l'a vu, alors le geste ne correspond pas. Il y en a qui disent que j'aurais tiré le bras, d'autres que j'aurais pincé le bras, que j'aurais. Voilà. Dans l'urgence. Voilà, dans l'urgence, j'aurais pu intervenir, et si j'avais fait, je l'aurais dit. Si j'avais voulu faire du mal à un enfant de 5 ans, à peine 5 ans, je ne sais pas si vous avez vu l'épaisseur d'un bras d'un enfant de 5 ans, c'est une brindille. Je pense pas être faible physiquement, donc j'aurais fait plus qu'un bleu à ce moment-là. L'autre élément, c'est que les témoignages ne concordent ni sur l'horaire, ni sur le geste lui-même, la manière dont ça a été fait, ni sur le lieu. Voilà, donc il n'y avait vraiment aucune preuve. Par contre, les preuves qu'on a, les preuves sont claires, c'est-à-dire qu'il y a eu concertation des témoignages sur feuille Cerfa à plusieurs reprises. Et on voit très bien en fait qu'ils se sont entendus, qu'ils ont essayé, il y a même des contradictions parce qu'il y a eu 2 vagues de témoignages. Et puis il y a une 3e vague de témoignages, c'est 2 ans et demi, 3 ans après. Ils ont réussi, notamment des gens qui me souvenaient très bien d'ailleurs, ils ont réussi à les faire parler. Et on a des témoignages du genre, on l'a vu une fois dans un bus, interdire une bouteille d'eau à un enfant, c'est inadmissible, etc. Je me rappelle très bien de cette scène, en fait c'était le chauffeur qui ne voulait pas qu'on mange dans le car. Voilà, c'est interdit. Voilà. Donc tout ça en fait montre qu'il y a vraiment eu manigance en fait. Et il y a même eu ce qu'on appelle subordination de témoins, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ont été menacées parce qu'ils me défendaient. Et ça, on a aussi les preuves. Et les juges de ça, on n'en a rien à faire. La vice-procureure qui est en charge du dossier, madame, comment ça s'appelle, je ne sais plus, madame Potier, Magali Potier, je donne les noms, hein, ils sont pas gênés de donner le mien. Je lui ai demandé pourquoi elle ne prenait pas les témoignages à décharge. Les témoignages à décharge, j'en avais à ce moment-là 107. Maintenant, on doit être à plus de 150. Sauf que dans mes témoignages à décharge, ils sont tout à fait naturels. C'est des gens qui sont exprimés sur les réseaux sociaux, spontanément. C'est des gens qui ont écrit comme ça sur des feuilles de papier, au stylo, etc. Donc c'est des témoignages beaucoup plus naturels, quelque part, et beaucoup plus sincères que les témoignages concertés. Mais ils n'en ont pas voulu. Et les trois seuls témoignages qui auraient pu être à décharge, en fait, qui ont été reçus dans le dossier, j'ai dû mettre des mots à faire pression pour qu'ils soient acceptés. Voilà. Et personne n'a été interrogé à décharge, personne. Et j'ai une autre question, parce oui. que c'était une bagarre. La loi, elle est aussi pour les enfants. C'est notre rôle d'éducateur, c'est de faire un rappel à la loi. Est-ce qu'on a vérifié que les autres enfants qui se bagarraient avaient aussi des bleus? Parce qu'on est dans une bagarre, et je suis bien placée pour savoir que les moyens, quand ils sont en colère, ils sont en colère. Voilà, c'est pas de leur faute à eux, mais ils sont en colère. Alors, est-ce qu'on a vérifié Les bleus. Il faut savoir, alors c'est assez marrant d'ailleurs parce que quand j'étais en appel, en cours d'appel de Rennes, l'avocat de la partie civile, donc la partie adverse, a dit en fait aux magistrats qui étaient là, qui ont cru, d'ailleurs j'ai trouvé ça surprenant, si Monsieur de Léon n'était pas coupable, il aurait demandé une concertation. Or, il n'y a qu'une seule personne qui a demandé une concertation et d'interroger tous les élèves, c'était moi. Ah oui, voilà. J'ai demandé dès le départ et j'avais même dit justement l'officier de police judiciaire, à ce moment-là, qui me menaçait justement d'interroger tous les enfants, je lui ai dit c'est pas une menace, faites-le, mais faites-le vite, parce que ce sont des enfants en bas âge, et à cet âge-là, la mémoire est courte, et ils ont vite fait aussi de changer, voilà, on peut les manipuler comme on veut, voilà. Et, exactement, voilà. Et donc, ça n'a pas été fait. Personne n'a été interrogé rapidement, et la concertation que j'aurais bien aimé n'a jamais eu lieu, et je l'ai redemandé à Ouest France et au Télégramme, donc aux 2 médias les plus importants, parce qu'il n'est jamais trop tard, notamment de discuter avec des adultes sur ce qu'ils ont dit à cette époque-là. Voilà.
D'autres questions, d'autres témoignages? Oui? Alors, j'ai été moi-même surveillant dans la même école, donc c'était après l'affaire. J'ai eu affaire aux mêmes enfants, au même groupe d'enfants qui se bagarraient régulièrement tous les jours. J'ai eu à les séparer, à les prendre par les bras pour les séparer. Et moi, je trouve que cette histoire, en fait, elle pose question à tous les surveillants. Qu'est-ce qu'on fait quand des enfants sont en train de s'étriper? Parce que c'était, bon, en particulier cet enfant-là, mais c'était assez violent hein, à chaque fois. Qu'est-ce qu'on fait? On les laisse s'étriper ou on les sépare? Voilà. C'est la question qu'on se pose. Hein. Ouais. J'ai des voisins qui sont plus, c'est bon. Tu voulais discrète? C'est raté. Oui, non, bien pas. Oui, donc au niveau des élèves, en plus, ce qui se passe, c'est que quelque part, pour leur avenir, ils seront confortés. C'est-à-dire que moi, j'ai entendu des choses comme ça. On a réussi à faire trouver d'autres profs. Et c'est souvent ce que, sur le long terme, ils peuvent retenir, notamment à l'adolescence, que dans plusieurs années. Et au niveau du modèle, c'est horrible. C'est vraiment pas un modèle. Oui. La cabale, ah oui, en elle-même, bon, je pense que tout le monde y trouve son compte. Hein. Ça, effectivement, je pourrais en parler. Les premiers qui sont intervenus, alors je me permets, hein, je sais que je peux être attaqué, mais les premiers qui sont intervenus sur les réseaux sociaux après ma condamnation, qui likaient ou qui rigolaient, il y avait le fils de François Goulard, Jean-Baptiste Goulard, en même temps que l'ancien commandant du commissariat de Vannes, donc pas l'ancien immédiatement, mais encore celui qui était avant. Et ces gens-là, c'est marrant qu'ils s'expriment sur les réseaux sociaux comme ça, sans aucune gêne, juste après. Donc il y a ce côté politique. Après, c'est vrai que j'ai l'impression que tout le monde y a trouvé son compte, hein, quelque part. C'est difficile à répondre, mais ce genre de cabale. Après, ce qui alimentait la cabale, c'est aussi les articles qu'il y a eu dans les journaux, qui étaient, vous savez, quand on voit en gros enseignant Bertrand de Léon, parce qu'il y avait le nom et le prénom, condamné pour violence aggravée sur enfants, ces termes-là font peur. En fait, on est loin du simple passement pour séparer des enfants, mais c'est ce que les gens ont retenu. Et de là, j'ai eu des menaces dans la rue, mais des menaces de mort, des menaces physiques devant tout le monde. Place des Lys, je me souviens, c'était très violent. Une fois, c'était près de chez moi, à Vannes-Ouest. J'ai vécu, en fait, des menaces écrites, mais aussi des menaces dans la rue. Ah, puis il y avait la description, parce que du coup, moi je pensais que c'était tellement loin derrière toi, c'était longtemps que tu avais perdu. J'ai repris les articles de presse quand je vois sur le télégramme l'homme en noir, Bertrand de Léon. Voilà. Tout a été fait pour alimenter justement une haine qui s'est cultivée contre moi. Et quand c'est comme ça, il y a un système de prédation, c'est-à-dire que les gens sont comme des prédateurs, ils s'encouragent les uns les autres, et la violence était inouïe. Moi je sortais, je me faisais insulter. C'est horrible, hein. J'ai eu la chance que... Ouais. On est tous d'ailleurs, évidemment que c'est pas normal. Ouais. Ouais. Voilà. Exactement, voilà. Oui, parce que c'est vrai qu'aussi, tu me demandais tout à l'heure aussi au niveau des... Qui c'est qui trouvait son compte, au niveau des employeurs aussi. J'ai été délégué syndical pendant plusieurs années. Une fois qu'on ne l'est plus, ça, je veux dire, on se venge. Tant que le syndicat est là, on hésite, et une fois que le syndicat n'est plus là... Oui, déjà, ouais. Là, j'ai bien vu, tout le monde a fondu dessus en même temps, aussi bien au niveau de l'employeur qu'au niveau des politiques, etc. C'était l'occasion de rêver. Je ne sais pas dans nos élections de remplacer sans étiquette, hein, mais c'était l'occasion de rêver de faire tomber une personne qui dérange, qui ne fait pas beaucoup de voix, mais qui dit les choses. Le moyen n'est pas beau. Comment? Le moyen n'est pas beau. Oui, voilà. Ouais. Et en tout cas, merci d'être là. C'est grâce à vous vraiment que j'ai tenu pendant toutes ces années. Sinon, je pense que je suis tombé bien bas. Hein. J'ai eu des moments vraiment de désespoir. Et j'écoutais hier soir, alors, je ne parle pas du tout du fond du problème, mais Jérôme Kerviel, le fameux trader, là. J'ai été surpris, il avait des paroles qui étaient très humaines, avec vraiment un trémolo dans la voix sur son ostracisation, son isolement social, et le fait de voir sa tête à la télé. C'est sûr que moi c'était moins important que lui, hein, mais c'est vrai que voir sa tête dans les médias partout et puis être vu comme un criminel, ça fait mal, vraiment ça fait très mal. Hein, ouais. Et ça détruit. Autour de moi ça détruit une vie de couple, ça détruit tout. Ouais. Voilà.
Merci, Ouais. merci d'être venu, Truggereder Hall, en Westchausspen.